accepté ce petit entretien. On va commencer simplement avec des questions de biographie. Pourrais-je avoir votre date et votre lieu de naissance, s'il vous plaît? Je suis né le 29 janvier, pourquoi oui, on est très proche de la date 1945. Bon anniversaire avec un peu de retard. Avec un peu de retard, j'ai donc 64 ans sonné. Et je suis né à Paris. Je suis né dans le 14e, parce que c'était la clinique. Mes parents habitaient dans le 5e arrondissement, tout près du Panthéon. En quelle année avez-vous eu votre bac? J'ai passé mon bac, c'est une belle aventure ça, puisque ça m'a rapporté beaucoup d'expérience dans la vie. C'était l'époque où il y avait deux parties de bac. C'est un bac première partie à la fin de la première, un bac deuxième partie à la fin de la première. Donc j'ai passé mon bac première partie en 62, mon bac deuxième partie en 63. J'ai collé au bac parce que j'ai eu 1 sur 160, 1 sur 20, donc 8 points sur 160, c'est un coefficient 8 en philosophie. J'ai donc j'étais collé à ce moment-là, j'ai retrouvé ma philo. J'ai eu mon bac donc en 64. Manifestement, ça a été un traumatisme pour moi, parce que je n'ose plus mettre des notes au 0, 1 ou 2, sauf quand la copie est vierge. Et puis je suis donc rentré ici en octobre 64. Voilà. Et en quelle année? Donc ça fait 40, je fais ma 45e année dans cette maison. 45 ans. Ouais. Et en quelle année avez-vous eu votre doctorat? J'ai passé ma thèse, alors attendez, il faut que je récupère tout ça, parce que ici j'ai eu ma maîtrise, enfin l'équivalent de la maîtrise, qui était une licence à l'époque, en 68. J'ai une maîtrise 68. J'ai été recruté comme assistant ici en 60. Mes deux DEA, comme on disait à l'époque, sont les Master 2 maintenant, en octobre 69 pour le premier en droit public, en février 70 pour celui de sciences politiques, parce que j'ai préparé les deux en même temps. J'ai été recruté comme assistant le 1er janvier 1970. Je suis parti en septembre 70 pour la coopération qui à l'époque durait 2 ans, pour mon service militaire. Donc je suis rentré ici après, au-delà, et puis j'ai soutenu ma thèse. J'ai commencé ma thèse en Bordeaux, puis j'ai soutenu en octobre, je ne sais plus la date exacte, je crois que c'est le 12 octobre, je ne suis pas sûr, 1978. Quel était votre sujet de thèse? J'ai fait une thèse de sciences politiques sur les rapports du Parti communiste français et de l'Internationale communiste après la dissolution de l'Internationale communiste. Donc c'est la période contemporaine. Et depuis quand êtes-vous professeur des universités? Alors, j'ai été assistant au 1er janvier 70, maître de conf quelque part dans les années 80, en 81, je ne sais plus, par là. Et, prof. Alors moi, je suis quelqu'un qui a fait la carrière par ce qu'on appelle la volonté, par les travaux, hein, donc un peu comme si j'étais prof de lettres, prof de sciences. J'ai été nommé, je crois, prof en 80, je ne sais plus l'année, je crois que c'est 93, je ne suis pas sûr. Et puis je prends ma retraite en janvier de l'année prochaine. Donc je fais mes 12 derniers mois là. Puis voilà, vous savez, je suis professeur à la classe exceptionnelle, je suis tout en haut là. Puis voilà, c'est fait, j'ai terminé, je suis prêt, j'ai la main sur la poignée de la porte de sortie. Et depuis combien de temps siégez-vous au conseil de faculté? Depuis le premier, inventé par la loi Edgar Faure, j'étais représentant étudiant, donc le premier conseil qui s'est réuni après la loi de 69, j'étais élu comme étudiant, après j'ai été élu comme assistant, après j'ai été élu comme maître de conf, après j'ai été élu comme prof. J'y étais quand j'étais élu doyen, mais j'avais pas siégé, j'avais pas été élu, j'avais quitté ça pendant une quinzaine d'années, puis j'y suis revenu complètement par accident parce que j'étais le dernier de la liste de Françoise de Quevert des Fossés quand elle a été élue. J'étais là pour montrer mon intérêt, enfin pour être présent, parce que le dernier de liste ne devait pas être élu, mais qu'elle a fini par prendre ça après. Alors que c'était pas prévu, je suis monté au conseil par accident, c'était pas prévu ce truc-là. Je suis pas sûr que ce soit un cas. Et depuis combien de temps êtes-vous président de jury pour les premières années section B? Pas si longtemps que ça, parce qu'il a fallu que
appris que j'étais doyen parce que j'avais fait savoir à Françoise de Quevert d'ailleurs que comme j'étais politiste, jamais on m'avait demandé d'être président du jury de première année. Donc j'avais siégé comme dans les jurys de première année, de maîtrise, de toutes choses. Sauf que comme politique, j'avais jamais eu l'honneur de. Donc elle avait mis fin à ce que je vivais comme une anomalie. Donc c'est assez récent. Mais comme politiste, je n'ai pas le droit, par exemple, de faire cours dans la maîtrise du droit public. Donc là, je vais passer à des questions en votre qualité de professeur. Ouais. Que pouvez-vous reprocher aux étudiants en général? Reprocher aux étudiants. En général, moi je ne commencerai pas par des reproches. Hein. Moi j'aime bien les étudiants. D'abord, s'il n'y avait pas d'étudiants, je ne sais pas ce que nous ferions, on est là pour ça. Moi j'adore ça. J'adore faire cours. Qu'est-ce que je vais reprocher? D'être très sage. Trop sage. Trop sage, trop conformiste, trop dans le moule, trop pas assez ouvert sur le monde, un peu casanier, un peu peut-être pas assez aventureux. Si je leur reprochais quelque chose, en général, ce serait plutôt ce comportement-là, parce que je les trouve formidablement sages, pas ceux de maintenant en tout cas. Et qu'est-ce que vous préférez chez eux? Qu'est-ce que j'aime bien D'abord, ils ont une vertu formidable pour un enseignant, c'est il y a un turnover formidable, c'est-à-dire que tous les ans, on a de nouveaux étudiants qui ont 18-19 ans. Alors ça, c'est un plein de jouvence, parce que quand ils sortent, d'autres arrivent, c'est une espèce de flux permanent. Ils ont donc, à mes yeux, une forme de jeunesse qui devrait normalement contribuer à maintenir la jeunesse des enseignants. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne à tous les coups, en tout cas moi je le dis comme ça. Je les trouve plutôt travailleurs, mais c'est un peu la qualité du défaut précédent, c'est-à-dire qu'ils sont travailleurs au sens classique, un peu lycéens, voilà. Un peu moins étudiants qu'avant, un peu plus lycéens qu'avant. Et ça doit être un effet de génération, c'est pas des choses sur lesquelles. Justement. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une évolution entre votre époque Complètement radicale. Et aujourd'hui? Laquelle? C'est différent. Alors, moi j'ai du mal à le dire parce que j'ai l'impression en disant ça, vous savez, quand on vieillit, il y a le syndrome du vieux con. C'est-à-dire c'était mieux avant, ça n'est plus pareil, tout fout le camp. Bon, moi je trouve que c'est pas vrai, les étudiants ne sont pas plus mauvais qu'avant, il y a pas. Par contre ils sont différents, hein, c'est-à-dire moins en prise avec les choses du monde, au sens très général du terme, parce que moi j'étais d'une génération qui, les parents sortaient immédiatement de la guerre. Moi j'ai appris la chose politique en regardant la guerre d'Algérie, parce que quand on avait 16-17 ans, la trouille qu'on avait c'était d'y aller. On était une génération où moi quand j'étais étudiant, tous les soirs je lisais Le Monde, et j'attendais dans le Nouvel Obs, dans les revues, de lire le dernier truc de Camus, de Mauriac, de Sartre, de Mendès, et qu'il y avait une espèce d'appétit de la chose publique qui peut-être que c'est une génération plus culturelle, je crois, mais c'est le souvenir en tout cas que j'en ai, qui n'est peut-être pas le souvenir de toute ma génération. Quel conseil donneriez-vous à vos étudiants pour réussir dans votre matière? Dans ma matière, aucun. Si grand ne pas se contenter de mon cours. Mais c'est quelque chose que je dirais à tous les étudiants. Un cours, ça n'est jamais qu'une passerelle légère, provisoire pour aller vers autre chose. Vers des livres, vers la bibliothèque, vers les articles. Le cours, c'est ce qu'un prof donne pour que des étudiants apprennent à ne pas s'en contenter. On apprend son cours, on passe ses oraux, on sait écrire avec son cours, bon ok, mais on ne sera jamais fort. Le cours, c'est le point d'entrée vers autre chose, et à ce moment-là, on est dans l'enseignement supérieur. Et en droit? Pareil, exactement pareil. Exactement pareil. Moi, j'étais un étudiant en droit, hein. J'étais un juriste de la plus belle aube.
vrai juriste, j'ai trahi pour la science politique tardivement, en hésitant beaucoup en plus. Je crois que j'aurais fait un juriste comme moi. On va passer à des questions sur vos responsabilités universitaires. Donc la première, c'est vous avez été doyen de la faculté Non, de droit non. de 98 à 2002. Ça, c'est une des dernières. La part la plus importante. Non, honorifique. Non. Dites-moi. Voilà, ce que j'ai, je crois que la responsabilité la plus forte que j'ai eue, la plus formatrice, celle qui m'a changé, qui m'a appris à mesurer l'institution universitaire, c'est d'être directeur d'une équipe de recherche. J'ai été directeur d'une équipe CNRS de 81 à 93, en 12 ans. J'ai vraiment appris le monde universitaire tel qu'il était en force, en importance, parce que c'est une responsabilité avec des enjeux nationaux, des budgets nationaux, des instances nationales, des évaluations nationales. J'ai appris à sortir de ma fac, dans lequel la bourse n'était pas importante, pour être au comité national du CNRS. Après, j'ai siégé au CNU, j'ai été dans toute une série d'instances. J'ai appris l'université là. Après, quand j'ai été doyen, 5 ans après, j'ai trouvé que c'était une responsabilité locale. J'aurais aimé que ma fac se vive plus nationale, plus ouverte, plus entreprenante, plus ambitieuse, plus volontaire, parce qu'il y a un espace, je la trouve trop provinciale, trop petite, trop réduite, trop fermée. Donc mon apprentissage de l'université, paradoxalement, il ne commence pas du tout avec le décanat. Le décanat est arrivé sur le tard, et je l'ai plutôt vécu comme quelque chose de... comme une forme d'échec, au sens où j'ai pas réussi à mener la fac là où j'aurais rêvé de l'amener, ça c'est clair. Que pensez-vous du conseil de faculté Aujourd'hui, de son fonctionnement, ou aujourd'hui avec l'élection du doyen Bossu? Moi j'étais pas là à l'élection du doyen Bossu, hein. Moi je suis arrivé après, quand François de Quevert est apparu. Quand je suis revenu dans ce conseil, après l'avoir, j'avais été doyen, puis l'âge qui est terminé après l'avoir quitté 10 ou 15 ans, j'ai toujours le même sentiment, c'est éternellement le même, c'est-à-dire un lieu où on parle peut-être trop, mais comme il n'y a pas de lieu dans cette maison où on a l'opportunité de parler, sauf les amphithéâtres où on fait court, le conseil devient lieu. Mais c'est pas un lieu porteur, un lieu de décision, c'est pas un lieu de... C'est toujours la même chose, ils disent d'un côté, les profs de l'autre, bon, c'est un lieu qu'il est important de faire vivre, parce qu'il y a des institutions, il faut être dedans, et il faut avoir des réflexes civiques. Mais ni les facs ne vivent avec un conseil, enfin pas plus les facs ne vivent avec un conseil de fac que les universités vivent avec un conseil d'administration. C'est le strict minimum, mais après il faudrait des lieux de rencontre, des relations sociales, où il y a des acteurs sociaux, des relations sociales dans l'entreprise, pas dans l'université, des clubs, des vies de société civile à l'intérieur de l'université, c'est un grand désert. Et justement, c'est un lien, mais que pensez-vous par exemple du rôle à la fois des élus étudiants, mais aussi des associations étudiantes? Ça doit être un lieu de frustration, des générations qui succèdent avec des envies de faire des trucs et qui n'arrivent jamais à le faire tout à fait, qui trouvent que c'est pesant, c'est fatigant parce qu'on n'arrive pas à... Bon, sauf quand il s'agit de faire du jovial et du commercial, bon là ça va, hein, mais c'est une vieille histoire, faire un bistrot, mais quand on veut donner un peu plus, on doit rêver sans cesse, être déçu souvent, mais en même temps c'est ça qui fait que ça marche, il faut toujours, c'est un peu comme Sisyphe, hein, donc c'est une frustration, mais si elle n'est pas à l'œuvre, il n'y a rien. Et j'ai donné ça dans mon montant parce que ça n'a pas l'air comme ça très crédible, mais j'ai organisé la soirée de la balance, j'ai une vie d'association étudiante et j'ai été étudiant pleinement. Bon, parfois un peu plus au cinéma qu'à la fac, mais j'étais comme un étudiant heureux. Je vais passer à une autre question qui ne concerne pas votre métier ou vos responsabilités. Vous êtes intervenant pour France 3
il me semble, lors des différentes élections. Pourquoi avoir accepté ce rôle? C'est pas exactement comme ça. C'est euh, en 78, 76, 77, 78, dans ces années-là, on a monté dans le labo auquel j'appartenais, qui était le CRAPS à l'époque, hein, avant qu'il ne soit équipe CNRS, on a commencé à monter une base de données électorale parce qu'on était quelques-uns à se passionner pour les choses des élections. Et il s'est fait que en 81, à la radio pour la première fois, puis à la télé en 83, ils cherchaient des consultants locaux pour rendre compte des élections comme ça se faisait nationalement et que nous on avait des bases de données, des ordinateurs, la capacité de construire. Et qu'on a passé des contrats avec eux sans jamais avoir un statut d'intervenant continu. C'est une série de contrats au coup par coup, mais finalement ça a duré jusqu'à... On a fait les municipales. La première fois on a fait une grosse opération, c'était les municipales de 83, donc oui ça avait 25 ans. Et puis on a continué, on a fait des choses au CERAMS avec... bon, moi j'ai été rémunéré comme consultant sur les opérations ponctuelles par la SOFRES, par l'IFOP. On a fait des opérations d'estimation sur la 5 dans les années 90. Enfin bon, on avait des activités multiples de ce côté-là, pas simplement sur France 3. Mais celle-là continue, je sais pas, peut-être que moi je vais arrêter aussi en même temps que je vais prendre ma retraite parce que tout doit avoir une fin. Et justement, dernière question. Vous allez justement bientôt quitter l'enseignement supérieur. D'après votre expérience, comment-il ce service public pourrait être vraiment de qualité? Quand on est sûr de soi, qu'on a confiance en soi, on n'a pas peur des autres et des proches. C'est un lieu qui a peur de son ombre, qui a peur de la compétition, qui a peur du couloir du dessus, du couloir du dessous. Il y a un manque important de confiance en lui-même. C'est un monde qui évolue très en deçà de ses capacités parce qu'il se paralyse par un défaut d'ouverture, de tolérance, d'ouverture au monde. Donc je crois qu'il a beaucoup de... Ces handicaps à l'heure actuelle sont tout à fait culturels. Moi, il n'est pas exclu qu'après ma retraite, j'accepte des activités à gauche ou à droite dans des lieux où on a un peu plus d'esprit d'ouverture que ce qui est là en ce moment dans la maison dans laquelle je suis. Mais en même temps, moi je sais que j'ai un plaisir dont j'aurais du mal à me passer celui-là parce que je sais que ça va être dur, c'est faire court. Ça, c'est rentrer dans un amphi, dans une salle de cours, avoir quelque chose à faire passer, ça c'est un truc formidable. L'université ou la fac comme institution, je la trouve pas tout à fait en bonne santé. Je crois qu'on vient de donner l'autonomie, ce qui est un bon principe, parce que je suis pour l'autonomie. On vient de donner l'autonomie à des structures qui ne sont pas armées pour en être capables. Et ça, ils sont trop petites, pas assez, qui n'ont pas de culture d'entreprise, qui n'ont pas suffisamment de connaissances de la sociologie des organisations, qui ne connaissent pas vraiment le monde pour s'y intégrer comme il faut. Jamais une entreprise ne survivrait si elle avait autant de défauts que nous. Monsieur Jean-Luc, merci.